Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous regarder pour cette conférence assez importante et à la fois innovatrice. En quoi le télétravail est-il une opportunité et une source d'innovation? Vaste sujet. Il a beaucoup évolué depuis le Covid, mais il existe depuis pas mal de temps. C'est une conférence organisée par Amorce Communication, Marie-Pierre Auboyer, et moi-même, Rémi Rebel, journaliste, rédacteur. Donc, pour commencer, je vais déjà me dire merci à nos partenaires qui sont Lucky, qui nous accueillent dans leurs locaux. Ensuite, Apicil, SDS, Kintsugi Factory, Majorel, Réseautech, qui réalise cette émission et cette conférence, et le journal Le Toulion, dont nous remercions la présence de Laurent Ondouard, le grand chef, j'allais dire. Merci à toi, Laurent. Voilà, je vais commencer par accueillir nos intervenants. Donc, nous avons déjà Élise Morel, directeur conseil Majorel, et puis Frédéric Fay, c'est ça? C'est bien? Oui, Fay, ça va, il n'y a pas de faille sur le propos, donc tout va bien. Directeur RH du groupe Apicil, et puis on va excuser le docteur Aurore Dandois, qui est chercheuse, Kintsugi Factory notamment et SDS, et qui est touchée par le Covid, qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin, qui ne peut pas être également en visio, parce que je l'ai eu par SMS ce matin et elle est encore très très fatiguée. Donc voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, pour commencer, un petit cadrage. La situation inédite des dernières années a fait naître que le télétravail était quelque chose qui devait véritablement se rentrer dans nos mœurs. Alors, bien entendu, il faut un cadrage, il faut tout ce qui est immobilier d'entreprise, tout ce qui est acteurs locaux. Il faut que tout ça se mette en place. Malgré tout, il a fallu un peu de spontanéité dans tout ça, entre les salariés, les chefs d'entreprise, l'entrepreneuriat en général, et ça a été parfois un peu compliqué. Ça a bouleversé certains moments et certaines aptitudes au niveau personnel, d'organisation. Donc, c'est un petit peu là-dessus que nous allons partir. Alors, je vais déjà demander à nos deux intervenants un peu de se présenter. Donc, Élise Morel, à vous l'honneur, chère madame, de présenter. Bonjour, alors moi je suis Élise Morel, je suis directeur conseil chez Majorel. C'est un cabinet qui existe depuis 35 ans, qui travaille sur les aménagements d'espaces de travail, qui essaie dans son ADN d'être créatif, innovant, et qui regarde un peu l'évolution des organisations et du monde du travail pour créer des aménagements d'espaces de travail. Donc le sujet des aménagements, des bureaux individuels, de l'espace ouvert et du flex office fait partie un peu des sujets qui nous portent depuis quelques années. Le flex office, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, nous porte bien avant le Covid, et c'est ce que surtout je voudrais faire comprendre, qu'il y a un lien effectivement entre les thématiques qui sont celles d'aujourd'hui. C'est un lien de corrélation et pas forcément un lien de causalité. Frédéric Fay, à vous de vous présenter. Donc Frédéric Fay, je suis directeur des ressources humaines du groupe, directeur des achats et des environnements de travail également, du groupe Apicil. Donc Apicil est le 3e groupe de protection sociale, un groupe qui effectivement est spécialisé sur les métiers de la santé, de la prévoyance, de la retraite et des services financiers. Environ 2200 collaborateurs répartis sur la France et le Luxembourg, avec 3 secteurs d'activité stratégiques, comme je disais, la retraite, la santé-prévoyance et les services financiers. Voilà, donc nos engagements, c'est de contribuer effectivement aux enjeux sociétaux de nos clients. À toute cette activité qui est en pleine dynamique et qui est en pleine réorganisation. Quelque part, pour info, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube, bien entendu, et sur le chat. Vous pouvez poser vos questions. Marie-Pierre, ici présente, va suivre ça avec intensité et nous pourrons répondre, bien entendu, en direct. Voilà, alors pour lancer le débat, un petit historique quand même sur le télétravail, parce que je pense qu'on en parle un peu d'actualité depuis le Covid, mais il y a eu déjà des historiques aux États-Unis dans les années 50, si je ne me trompe pas, en France, et puis je crois que c'est beaucoup lié surtout aux nouvelles technologies. On va parler du fax, mais on va parler aussi de tout ce qui est Internet, qui a permis peut-être le développement du télétravail. Qui veut commencer en premier?
Oui, donc vous l'avez dit Rémi, le télétravail en fait a surtout été mis en place aux États-Unis dans les années 50, mais revenons à nos jours surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc moi je veux parler évidemment pour mon entreprise, où nous avions déjà expérimenté le télétravail en 2016 avant de gagner l'appétence des collaborateurs et d'avoir une demande forte pour signer un premier accord en 2017, pardon. Voilà, pardon, 2017, puisqu'on en est bien sûr à notre troisième accord. En retard en 2020, hein, si je peux me permettre. Bien sûr, je me perds un petit peu avec les dates, mais ça va, j'ai quelques repères quand même maintenant. Donc 2017, accord triennal, avec une première expérimentation, et puis, comme toutes les entreprises, rattrapées par la pandémie et cette nécessité de continuer à assurer la continuité de travail en protégeant nos salariés. Donc 2020, nous mettons en place effectivement un avenant à notre accord de télétravail et nous décidons effectivement de mettre en place des mesures allant jusqu'à 3 jours de télétravail. Le troisième jour étant évidemment en accord entre les managers et les salariés. L'idée était d'assurer une continuité de notre activité et de prouver que télétravail et performance ne s'opposaient pas, bien au contraire. Et donc, notre entreprise, la première, a pu prouver effectivement que nous pouvions gagner en performance avec l'accompagnement évidemment des collaborateurs, des managers, progressivement dans ce mode de travail hybride, puisque c'est le cas aujourd'hui. On continue effectivement à entériner le télétravail officiel, et puis évidemment ce travail à distance qui est un enjeu important pour la réussite de nos activités. Élise ? Oui, alors c'est là que je voudrais effectivement, il y a eu cette période, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, le Apicil n'était pas une situation majoritaire dans les entreprises. On ne peut pas, c'est au cours des années 2010, entre 2010 et 2020, qu'effectivement les entreprises ont commencé à se poser la question d'être en télétravail. Et donc effectivement, on voyait, et c'est ce qui nous touche, nous, dans l'aménagement, on voyait effectivement des activités qui pouvaient, on disait, on peut travailler au bureau et on peut travailler chez soi. Et on faisait des activités spécifiques chez soi qui ne nécessitaient pas forcément une interaction avec l'espace de travail et le bureau et les collaborateurs au bureau. Ce qu'a montré effectivement l'arrivée du Covid et la crise qu'on a vécu avec des gens qui étaient beaucoup à l'extérieur, c'est la nécessité de travailler en interaction les uns avec les autres. Et donc, quand on fait revenir les collaborateurs ou qu'on dit qu'ils sont en télétravail 2 jours par semaine, ou 3 jours, ou 1 jour même, ça signifie qu'ils vont faire forcément des actions qui sont des actions individuelles, mais aussi parfois des actions avec d'autres, et donc travailler en mode hybride, comme le dit Frédéric, et donc ce qui impacte souvent la nécessité pour les entreprises de travailler avec force sur le sujet des outils technologiques pour permettre un échange et une continuité des actions, une fluidité des actions entre ce qui se passe au bureau et ce qui se passe chez les collaborateurs. C'est cette facilité-là qui permet d'avoir un télétravail efficace et une performance individuelle et collective pour l'entreprise. D'accord. Comment aujourd'hui on peut aménager par rapport au télétravail l'espace-temps, l'espace famille et l'espace humain pour garder une connexion entre le monde de l'entreprise et, on va dire, à la mode ancienne, comme dirait Frédéric, et la mode actuelle où nous sommes plus sur tout ce qui est réseautage, télétravail virtuel et tout. Comment garder toutes ces connexions humaines, familiales et professionnelles ? Alors, je vais garder le micro, mais je pense que c'est d'ailleurs tout l'enjeu aujourd'hui des aménagements d'espaces de travail aujourd'hui. C'est tous les enjeux de l'entreprise, de la RH. C'est comment faire venir les collaborateurs au travail, que viennent-ils y chercher et qu'est-ce qu'attend l'entreprise d'un collaborateur qui est au bureau ou qui est chez soi. Alors, la première chose, mais je pense que le RH le dira avant moi, c'est quand même donner du sens au travail des collaborateurs. Ça n'a aucun impact sur l'aménagement, mais il n'empêche que pour faire venir les collaborateurs, donner du sens, c'est une des priorités. C'est faire confiance, donner une logique d'objectif pour leur permettre effectivement de réaliser où qu'ils soient
Parce qu'aujourd'hui, on dit travailler chez soi ou travailler au bureau, mais il y a d'autres alternatives. Il y a les tiers-lieux, il y a les espaces de coworking, comme on est aujourd'hui. Il y a travailler au bureau, travailler chez soi ou travailler ailleurs. Toutes ces notions doivent être revues. Ensuite, quand on est, pour nous, aménageurs, la conviction, effectivement, sur les aménagements de ce type-là, c'est effectivement la qualité des espaces de travail. Il faut être certain que les collaborateurs, quand ils sont au travail, sont dans les meilleures conditions pour travailler. Rien de pire que d'arriver au bureau et de se dire j'ai pas de salle pour travailler, j'ai pas de poste, l'informatique fonctionne pas. Tout d'un coup, si jamais votre situation est pire au bureau que chez vous, votre envie de venir au bureau va vite se limiter. Donc, ça nécessite pour les entreprises de donner les meilleures conditions de travail sur les lieux, enfin, le lieu de l'entreprise. Ça nécessite, comme je disais tout à l'heure, d'investir sur la technologie pour que les conditions à l'extérieur soient bonnes. Et puis, ça nécessite sûrement de créer en termérage des rituels, des choses qui permettent à l'entreprise de vivre ensemble, d'animer les espaces et de donner envie aux collaborateurs d'avoir des services pour leur donner envie d'être là. Je pense que l'expérience de Frédéric parlera bien. Oui, pour compléter, effectivement, comme tu l'as dit, il est important de rechercher l'alignement entre les enjeux de l'entreprise et qu'est-ce qui fait sens pour le collaborateur. Donc, on pourrait uniquement se baser sur le bon sens de chacun, mais en entreprise, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, c'est pour ça qu'il est important de s'engager par des accords d'entreprise avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, à savoir les partenaires sociaux, les salariés, la direction et parfois même, effectivement, ces différents partenaires. Le juste équilibre, il se trouve dans dans les moyens, justement, appropriés pour pouvoir exercer ce télétravail. Télétravail, avant tout le mot travail, donc ça veut dire que c'est une continuité de l'engagement des collaborateurs pour lequel, effectivement, ils doivent assurer leur activité au quotidien. Et ce qui est très important, c'est justement d'avoir les moyens techniques, technologiques, mais également des managers qui soutiennent les collaborateurs en matière d'organisation du travail, ça c'est très important, et qui apprennent à leurs collaborateurs de travailler autrement. Il y a une notion de confiance qui est extrêmement importante. Sans cette confiance mutuelle, vous pouvez avoir tous les moyens techniques les plus avancés au niveau technologique, vous n'y arriverez pas, parce que c'est avant tout du bon sens et de la proximité. Finalement, la relation managériale entre le collaborateur et son responsable, si elle est déjà bonne, je dirais, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas productive, effectivement. Humainement bienveillante. Humainement bienveillante, bien sûr, et puis qu'elle fonctionne parfaitement déjà en proximité, c'est-à-dire sur le site, voire même dans ce qu'on appelait avant effectivement la pandémie, le management à distance, lorsqu'on a des collaborateurs effectivement sur d'autres sites. Si ça fonctionnait déjà, il n'y a pas de raison que le télétravail et ce mode de fonctionnement ne soit pas optimisé. Donc c'est très important, et c'est vrai que chez Apicil, nous avons accompagné les managers par de nombreuses formations durant ces 2 années. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire d'avoir presque 80% de nos collaborateurs en télétravail qui fonctionnent parfaitement avec leurs collègues, avec leurs managers. Mais il faut réinventer sans cesse, tous les jours, cette qualité de vie au travail, ce fonctionnement qui ne doit pas non plus être répétitif. Il n'y a rien de tel que des rituels dans lesquels effectivement on s'inscrit sur la durée et qui finissent par fatiguer les uns et les autres. Donc il faut surprendre, il faut faire preuve de créativité et donc on essaye de tirer parti des expériences de chacun pour enseigner, si on peut dire, les bonnes pratiques. Pour avancer ou les ensemble. partager, absolument. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que dit Frédéric, je pense que ce qui est important de retenir sur le télétravail comme sur le flex office, c'est que c'était ce qui se passait avant
la relation, le mode de travail, la confiance. C'est vraiment le principe. On accuse souvent le télétravail et le flex office de ne pas fonctionner, mais en fait, c'est pas les sujets. Le télétravail, c'est pas ça qui ne fonctionne pas, ou le flex office, c'est pas ça qui ne fonctionne pas. C'est la relation humaine qui fait qu'elle ne fonctionnait pas avant, et donc en fait, elle est encore plus exacerbée une fois qu'on est à distance ou une fois qu'on n'est pas sur une situation organisationnelle complète, en présentiel. En fait, finalement, c'est de trouver un bon équilibre dans la confiance, ou dans la confiance, un bon équilibre l'un et l'autre. En fait, c'est ça, pour vraiment avoir ce côté sensibilité que le télétravail marche bien, finalement. Oui, enfin, la confiance, c'est le maître mot, c'est sûr. Oui, c'est le maître mot dans lequel, je rejoins ce que disait Frédéric, on ajoute les moyens qui puissent le faire, la formation, la qualité des espaces et les nouvelles technologies. Une fois qu'on a effectivement allié tous ces points-là, on donne les meilleurs moyens aux collaborateurs de réaliser sa tâche. Frédéric, petit commentaire là-dessus? Oui, télétravail ou travail, hein, pour moi, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Alors, chacun y a trouvé des avantages, et puis des modes d'apprentissage, des axes d'amélioration. Hein. Il y a des avantages évidemment immédiats pour le collaborateur, et en y réfléchissant bien, à court terme également, mais on va y venir tout à l'heure pour l'entreprise, lorsqu'on évoquera les impacts sur l'immobilier. Mais les avantages pour les salariés, c'est évidemment ce que je viens de connaître en arrivant, c'est de ne pas être embêté par les transports, et de pouvoir très rapidement arriver au travail, démarrer son activité sans être stressé ou en retard, voilà, et évidemment en réduisant aussi les coûts actuels. C'est très important de parler aussi de coûts de transport, même si les entreprises ont mis en place un certain nombre d'indemnisations à travers leurs accords pour leurs salariés. C'est comme autre avantage évidemment l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça c'est un domaine qui nous est très cher chez Apicil, puisqu'on veille depuis des années à trouver justement le bon équilibre entre l'engagement et la performance, et ça passe évidemment par l'écoute des collaborateurs, les managers évidemment accompagnés, et tout ce petit monde ayant qu'un seul objectif, c'est de rendre plus performant chaque journée de travail avec des collaborateurs dans de bonnes conditions. Voilà. Donc ça, c'est important pour que chacun reste motivé, que les collaborateurs et les managers restent motivés et puissent exercer leur travail au quotidien sans souci. On parle du télétravail, mais finalement, les premiers télétravailleurs, c'est un peu les commerciaux. Parce que depuis très longtemps, ils sont quand même sur le terrain. Ils ont toujours appris à travailler seuls. Est-ce que ce n'est pas un pendant sur l'évolution du travail en partant déjà des commerciaux qui étaient sur le terrain depuis très longtemps et qui se retrouvaient à communiquer après de chez eux, alors fax ou tout ce qu'on veut? Est-ce que ce n'était pas déjà un peu les prémices, entre guillemets? Alors, est-ce que c'était les prémices dans leurs méthodes et dans leurs usages? Sûrement. Maintenant, il faut, si on part de ce principe-là, ça signifierait qu'il n'y a que ces métiers-là qui sont télétravaillables. Il n'y a que ces métiers-là qui peuvent être en flex office. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on doit lutter, parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte que les activités au quotidien, les usages de chaque collaborateur, quel que soit son métier, sont globalement à peu près les mêmes. Ce qui change, c'est la proportionnalité dans laquelle nous faisons les choses, la proportionnalité que nous avons à être en réunion, à faire du travail individuel, à faire du travail collectif, à être au téléphone. Et en fait, tout le monde, dans une proportion différente, peut être en télétravail ou peut être en flex office. Il suffit effectivement d'accompagner, de faire confiance et de donner les moyens. Donc oui, ce sont les prémices, mais pourtant, il faut aller plus loin et travailler sur le lien managérial, les usages de travail, et permettre à chacun de réussir à travailler suivant ce mode-là. Parce que tout le monde, on y gagne tous, l'entreprise comme les collaborateurs, et tout le monde a envie de participer aussi à cette évolution du monde du travail. Ça demande avec certitude un accompagnement beaucoup plus fort sur des métiers dits
support en général que les métiers commerciaux. Et, parce que cet argument sur les commerciaux nous revient souvent en boomerang en disant mais oui, mais bon, ils ne sont jamais au travail. Donc en fait, effectivement, pour eux, c'est facile. Et voilà, est-ce que c'était facile d'ailleurs quand l'entreprise n'était pas organisée? Moi, je dis toujours, chez Majorel, on a commencé à faire des aménagements flex office et je le reconnais humblement dans les années, fin des années 90, dans des entreprises chez Accenture dans lesquelles effectivement on a mis des casiers en expliquant à tout le monde qu'ils allaient arriver de cette manière-là. L'informatique ne suivait pas le flex office et les aménagements de ce type-là pour aller travailler et au bureau et chez soi. Ça n'a pas marché. Tout doit suivre en même temps. C'est-à-dire, quand on commence un projet et qu'on le cadre, c'est regarder les choses dans leur globalité et pas uniquement du point de vue ou de l'immobilier ou de la RH ou, enfin, on ne regarde jamais le point de vue de l'informatique, donc, mais c'est prendre tous ces sujets-là en globalité pour pouvoir les faire avancer ensemble et faire que, à la fin, le pourquoi est-ce qu'on vient au travail, qu'est-ce qu'on vient faire et comment on aménage ces espaces de travail et comment on travaille ensemble soit fluide. Frédéric? Oui, effectivement, la réussite du télétravail, c'est évidemment un travail d'équipe, puisqu'il faut conjuguer les moyens associés à l'organisation du travail. Et bon, vous évoquiez tout à l'heure les commerciaux. Les commerciaux, ils doivent avant tout être chez le client. Mais c'est vrai qu'ils ont une activité aussi de reporting. Et le fait de pouvoir aussi leur permettre de poursuivre ces activités, que ce soit au bureau ou dans un espace tiers de coworking ou bien évidemment en télétravail pour effectuer leur rapport hebdomadaire. Évidemment, c'est pas nouveau. Ce qui est plutôt novateur, c'est justement cette proportion des entreprises à revisiter la capacité de certains métiers à pouvoir cranter sur le télétravail, qui n'était pas forcément une évidence pour la plupart des managers ou des directions d'entreprise il y a quelque temps. Et c'est vrai que la crise sanitaire nous a obligés à revisiter nos croyances et de faire en sorte d'avancer tous ensemble dans une analyse des capacités de chacun, avec les moyens mis en œuvre pour que la plupart des collaborateurs se sont de toute façon retrouvés à 100% en télétravail pendant un certain temps. Donc là aussi, en ce qui concerne notre groupe, nous avons accéléré la mise en œuvre du télétravail en revisitant justement nos croyances, mais aussi en se donnant les moyens d'accompagner nos collaborateurs et surtout nos clients dans une continuité de service qui ne devait pas être un obstacle ni pour les uns ni pour les autres. Est-ce que le Covid a donné un peu plus d'impulsion et est obligé d'être réactif plus rapidement? Est-ce que le cadrage a été difficile ou pas par rapport aussi bien à aller au lieu de travail qui est l'entreprise que chez soi, où là on est tombé tout de suite dans le côté familial, s'il y a des enfants en bas âge et tout. Donc est-ce que ça a été si je fais le compliqué bilan des entreprises qu'on a rencontrées, bon, alors d'abord, il faut redire une chose, la période mars 2020, juin 2020, ce n'est pas réellement du télétravail. Le concept que je défends corps et âme, qui est le fait d'être chez soi, d'avoir ses enfants, son mari toute la journée, c'est pas du télétravail. Il ne faut pas confondre les choses. On a été 100% de manière obligatoire dans ce qu'on a appelé le télétravail de manière un peu hâtive, parce que je pense qu'on n'avait pas bien compris le concept. Il fallait une appellation. Il fallait une appellation, on l'a appelé télétravail. Donc aujourd'hui, c'était une des manières de faire, et on s'est retrouvés 5 jours par semaine. Aujourd'hui, je ne crois pas, je n'en connais pas, qu'une entreprise ait décidé de garder et de laisser ses collaborateurs 5 jours par semaine en télétravail. Aujourd'hui, les enfants sont retournés à l'école, tout le monde est retourné au bureau et on est quelques jours en télétravail. Donc, c'est-à-dire que le télétravail, ça peut être 2 jours, 3 jours par semaine, mais on est au bureau l'équivalent à peu près du nombre de jours au bureau. Donc, le Covid a accéléré les choses.
Mais le Covid, ça a été... enfin, je dis toujours, nous, on avait des entreprises, on a aménagé Engie en 2000, milieu des années 2010, 15, je crois que c'était 2015-2019. Ils ont fait le choix du flex office et ils ont fait le choix du télétravail comme Apicil avant. Donc en fait, le télétravail comme le flex office existait avant le Covid. Il y a eu une forme de révélation au moment où le Covid est arrivé, mais en fait, on était déjà dans un train en marche. On était donc on a pris un peu le TGV. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on constate, c'est que tout le monde se dit comment on fait après. Donc on se pose un peu, parce que on vient de passer 2 ans un peu kafkaïens, et on regarde un peu comment les choses vont pouvoir évoluer, les entreprises vont stabiliser. Il faut toujours savoir que nous, en tant qu'aménageurs, on est la suite logique d'une décision, effectivement, d'un cadrage de direction qu'effectivement on met en application sur un aménagement d'espace de travail et donc sur le flex office. On ne décide pas. C'était sûrement un peu l'erreur du début de décider d'être en flex office sans avoir imaginé la réorganisation complète un peu de l'organisation, comme on le disait tout à l'heure, en termes RH, le coût, l'impact, les nouvelles technologies, la direction, ce que ça impliquait pour les managers. Donc le Covid a un peu clarifié tout ça. Non, on ne se lance pas tête bêche comme ça dans une idée de dire on va aller faire du flex office. Non, ça demande à l'entreprise un réel investissement pour savoir comment on y va et ce qu'on va y faire et ce qu'on raconte. Quelle est l'histoire que l'on va donner aux collaborateurs? Comment on va faire pour vivre ensemble cette aventure-là avec ces moyens-là? Et donc, c'est vrai que ce Covid a permis aux entreprises de comprendre parce qu'effectivement, il était assez évident qu'un dirigeant d'entreprise en plein mars-avril 2020 qui arrive dans ces entreprises vides et qui constate que tout fonctionne, la réaction de tout être humain pourrait être de se dire, mais en fait... pourquoi pas me contenter de ça? Pourquoi on n'irait pas comme ça pour toujours? On a vu des entreprises, dès avril 2020, dire, oh là là, je vais être 4 jours par semaine en télétravail, on va continuer comme ça. Bon, l'histoire nous a montré au cours des des années qui ont suivi, qu'en fait, l'histoire ne pouvait pas forcément s'écrire de cette manière-là, à cette vitesse-là, et qu'il fallait prendre outre. L'entreprise, c'était pas que des individus dispatchés un peu partout, c'était aussi une organisation. Quand on dit les organisations ne bougent pas, moi je dis toujours, les organisations, c'est Frédéric, c'est tous ses collaborateurs, c'est les managers, c'est la direction, ce sont les hommes qui font cette entreprise. Donc il faut aussi faire vivre les hommes dans l'organisation. Oui, je crois que c'est important de repréciser que les entreprises ont décrété évidemment de mettre les collaborateurs au télétravail au début de la crise, mais cette période doit être aussi accompagnée de retours sur expérience, des bilans que nous faisons, en tout cas que le groupe Apicil va démarrer maintenant pour vérifier, ajuster si les modes de travail qui ont été choisis, les temps de travail accordés aux collaborateurs en télétravail permettent justement de se projeter sur du long terme en termes de bon fonctionnement, d'autant plus en ce qui nous concerne parce que nous allons déménager effectivement notre siège dans 2 ans et donc comme vous l'avez dit, la notion de la réflexion sur l'immobilier, sur les mètres carrés est un sujet primordial pour les entreprises parce que l'immobilier, c'est un coût. C'est une des charges les plus importantes des entreprises. Et c'est vrai que en revenant sur nos sites de travail, en constatant que finalement beaucoup de mètres carrés ne sont pas occupés, c'est l'occasion jamais de revisiter sa stratégie. Et c'est notre cas avec notre partenaire Majorel. J'allais venir justement par rapport à l'immobilier, parce que bon, c'est en pleine évolution, ce que vous disiez. Aujourd'hui, comment on peut arriver à réorganiser? On parlait de flex office, des bureaux où les gens vont venir peut-être que 2 jours par semaine, mais en s'y sentant comme chez eux, comme s'ils venaient régulièrement. On sait que dans les bureaux, il y a toujours un nounours, une photo de famille ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on ne veut pas, entre guillemets, c'est peut-être un vieux cliché, on ne veut pas y perdre un peu le côté humain? Et un pendant, c'est comment on s'organise chez soi aussi
pour pouvoir travailler sereinement et continuer à être, entre guillemets, performant. C'est un tout, donc je sais que là-dessus, Élise va sauter sur l'occasion. Alors, moi, je vais surtout essentiellement parler de ce qui se passe au bureau. Comment travailler chez soi, c'est en gros l'entreprise qui quand même regarde un peu comment ça se passe chez les collaborateurs. Comment ça se passe chez nous? Donc, la qualité de vie au travail, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait les espaces, le confort, comment on va les trouver. Le fait de créer des concepts d'aménagement qui protègent les collaborateurs, les espaces, qui respectent les quartiers, qui donnent... en fait, on passe plus d'une notion de quartier et d'entité qu'à une notion individuelle. Comment est-ce qu'on va, dans un petit groupe, ensemble, vivre et avoir des besoins et des usages de travail qui vont nous permettre de faire nos actions au quotidien. On va travailler sur toutes ces choses-là. On va travailler sur la facilité pour les collaborateurs de pouvoir faire leurs actions en groupe, leurs besoins d'entité, comment ils se regroupent, comment ils travaillent ensemble. Et puis, on va regarder effectivement tous les services de l'entreprise attenant à ces aménagements. Parce qu'en fait, ça reste un élément structurant pour savoir comment et pourquoi les collaborateurs viennent sur site. Qu'est-ce qu'ils viennent retrouver? Ils viennent retrouver l'entreprise, ils viennent retrouver leur équipe, leur management. Et puis, ils viennent aussi, il ne faut pas non plus l'oublier quand vous dites, par contre, comment est-ce qu'ils travaillent chez eux. C'est effectivement, ils peuvent aussi venir retrouver du travail pour faciliter le travail en autonomie, le travail confidentiel. Tout le monde n'a pas les capacités de pouvoir le faire chez soi. Et donc, il faut aussi que l'entreprise puisse le donner. Donc, c'est vraiment un travail sur les usages des travails des collaborateurs. S'assurer que tous leurs besoins sont satisfaits quand ils puissent venir au travail. Et ça, c'est un travail long, c'est un travail de pédagogie. C'est aussi un travail de pédagogie auprès des managers, savoir qu'un collaborateur peut travailler, être au bureau et ne pas être dans son espace de travail. Il peut être au bureau et travailler ailleurs. Il peut être au bureau et être en réunion. Et qu'il n'est pas forcément là à son poste de travail quand il vient sur site. C'est travailler sur tous ces sujets pour permettre un meilleur équilibre entre chez soi, au bureau ou ailleurs. Alors juste avant de continuer à se projeter sur les futurs environnements de travail, modernes et évidemment alliant productivité et qualité de vie au travail, peut-être 2 mots sur les préconisations que l'on fait aux collaborateurs pour aménager finalement leur poste de télétravail à la maison. Là aussi, vous me direz, il y a du bon sens, mais il est important au niveau du regard de l'entreprise de traduire à travers des accords d'entreprise, donc d'écrire également les conditions pour permettre le bon fonctionnement du télétravail. Donc, évidemment, c'est d'avoir un lieu dédié au télétravail. Pas toujours évident de ne pas faire rentrer les chats ou j'en sais quelque chose, ou bien effectivement les enfants. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir des préconisations aussi en termes d'ergonomie. Et chez Apicil, nous offrons à chaque collaborateur un siège ergonomique pour justement leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. On a tous connu les débuts de cette crise sanitaire avec nos chaises de salle à manger ou de cuisine. Tout le monde n'avait pas forcément des bureaux adaptés. Et c'est vrai que l'appétence du télétravail et le bon fonctionnement des activités à la maison passe aussi par une ergonomie, des conditions une vraie de réactivité télétravail, pour pouvoir être bien chez soi. d'isolement, mais également de confort. Et donc, comme Élise le disait, aujourd'hui, pour accompagner dans la mutation de l'immobilier, le fonctionnement du travail, les environnements de travail, il est important d'effectuer des analyses sur les postes de travail, sur les métiers, parce que, évidemment, tous les collaborateurs ne travaillent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes activités, mais la plupart ont des temps d'activité ou d'inactivité
qui fait qu'on ne reste pas à son poste de travail toute la journée. On se doit de traduire finalement un environnement de travail, des bureaux, des espaces de coworking, des work cafés. Je pense que Élise le développera tout à l'heure quand elle évoquera notre futur siège, mais qui est le cas évidemment de beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont pris en compte les temps d'activité de chacun, où il est important d'allier la déconnexion régulièrement pour pouvoir être à nouveau centré, concentré sur son travail et ne pas s'épuiser tout au long de la journée. Le temps de pause chez soi est aussi important qu'au travail. Absolument. Et c'est vrai qu'on bouge moins chez soi qu'au travail. La machine à café peut être effectivement à proximité. Alors ça, c'est un peu plus grave. C'est-à-dire que si vous buvez trop de café lorsque votre bureau est à côté de votre cuisine, ça, c'est aussi un souci. Mais c'est vrai que vous avez tendance à enchaîner les différentes vidéoconférences sous Teams ou d'autres outils. Et vous en oubliez parfois effectivement une déconnexion visuelle, mais également d'aller marcher régulièrement. Ça, c'est très, très important. Mais ça, c'est un peu vrai aussi dans les espaces de travail au bureau. C'est-à-dire que la nécessité de règles, quand on vit... il y a les règles du télétravail, il y a les règles effectivement de la déconnexion, il y a les règles de sortir, il y a les règles de faire des pauses. Mais quand on partage des espaces et qu'on est dans des aménagements aujourd'hui, effectivement, en flex office, avec des gens qui viennent travailler, qui veulent travailler dans des espaces, des work cafés, ou qui veulent aller travailler dans des work coworking, ou qui se mettent en extérieur, qui travaillent dans des espaces de travail, dans des quartiers, on constate quand même assez rapidement que pour s'approprier ces espaces très vite, il faut établir des règles. Quand on partage un espace, quand on vit ensemble dans un espace et qu'on vient y faire des actions un peu différentes, ou qu'on n'y est pas toujours pour les mêmes raisons, ça nécessite qu'il faut définir des règles. Et ça, c'est ce qu'on essaie, on n'y est pas encore pour Apicil, mais de regarder les quelques règles à mettre en place avant d'arriver dans les nouveaux espaces de travail. Je dis souvent que ce n'est pas la peine d'en créer 25, parce que de toute façon, on ne va pas être capable de les respecter, mais au moins d'en donner 2-3 qui permettent à tout le monde de se lancer, de s'approprier les espaces. Un aménagement ne s'arrête jamais le jour où on vient d'arriver. Il faut aussi gérer un retour d'expérience une fois qu'on a commencé à y vivre, une fois qu'on s'est approprié ces espaces, une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnent. Donc la règle, l'appropriation des espaces et la règle de vie ensemble, en télétravail, mais aussi au bureau, c'est un peu ça le critère de réussite. Alors on va rebondir, puisque vous parlez d'Apicil, l'aménagement et tout. Alors c'est pour dans 2 ans, et comment ça va se passer alors, puisque c'est Majorel qui organise tout ça. Et j'allais dire, donc Frédéric, Élise, allez-y. Alors c'est surtout Apicil qui organise et Majorel qui aménage. Voilà. Alors effectivement, le groupe Apicil, dont le siège est à Caluire et Cuire, va déménager en 2024, en principe au premier trimestre 2024, et 1600 collaborateurs lyonnais vont emménager dans la tour Tout Lyon, qui se trouve, qui est en pleine construction. Je crois qu'on en est au 27e étage. Une tour, donc un immeuble IGH qui comportera 42 étages, et Apicil sera effectivement sur les étages supérieurs, avec évidemment moins d'espace de travail qu'aujourd'hui, mais beaucoup plus riche, diversifié en fait. En termes d'environnement, évidemment, on va épouser les modes de travail que nous avons expérimentés depuis déjà quelques années, mais nous allons les renforcer et faire en sorte que les collaborateurs s'approprient progressivement ces espaces de travail, puisque nous allons mettre en place avec notre partenaire Majorel 2 espaces pilotes sur nos 2 sites principaux lyonnais, pour que l'on puisse proposer à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble des directions, de tester ces nouveaux environnements de travail sur des périodes de 3 semaines, à partir du mois de juin, je crois, jusqu'à notre déménagement. Donc, c'est une façon de ne pas... Imposer.
Ce sera imposé. Non, mais je veux dire imposer un peu plus. Pas brutaliser, je dirais, C'est vrai les qu'il faut trouver le bon collaborateurs. terme. Oui, c'est pas toujours facile, justement. Mais justement, c'est un des enjeux aussi de bien choisir le vocabulaire. À un moment donné, on parlait plus de flex office, mais plutôt d'espace dynamique, de travail dynamique. Bon, finalement, on est revenu à appeler un chat, hein, c'est-à-dire, je pense que ce qui est très important, c'est pas le vocabulaire, c'est surtout la manière dont on accompagne les collaborateurs sur cette nouvelle façon de travailler. Donc, un des enjeux, évidemment, dans cette tour, je vous l'ai dit, il y aura moins de mètres carrés si on compare par rapport au confort actuel des collaborateurs, mais il y a surtout de multitudes d'espaces de travail, dont Majorel, évidemment, va pouvoir évoquer, pour épouser les temps d'activité de chacun et faire en sorte de vraiment œuvrer vers une qualité de vie au travail, une société finalement différente. Et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est de pouvoir accompagner la transformation d'une entreprise comme le groupe Apicil dans des nouveaux locaux, mais surtout dans des nouveaux fonctionnements et qui vont forcément avoir un impact sur l'état d'esprit, sur la culture du groupe. Et on y veille particulièrement avec Majorel. Alors justement, comment on organise cette migration de 1600 collaborateurs? Comment on gère en amont? Comment on met un cadrage? Déjà, en fait, ce que je voudrais dire, c'est ce qu'il faut réussir, c'est à sortir de cette logique de mètres carrés. En fait. Quand on arrive à sortir de la logique des mètres carrés et que donc on arrive à entrer dans une logique de réorganisation et de transformation de l'entreprise, alors on a déjà le bon cadrage. On n'est pas obligé. Hein. J'ai encore des clients aujourd'hui qui disent qu'ils ne sont pas dans une transformation, qu'ils veulent faire un projet d'aménagement d'entreprise qui est un projet dit immobilier. Mais quand on part, comme Apicil, dans une idée qu'effectivement, on va travailler sur la transformation, sur l'organisation, sur les usages, sur les métiers, c'est autre chose qu'une histoire de surface et de mètres carrés à louer. C'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, regarder les activités de chacun pour permettre des espaces les plus adaptés à chacun. Notre conviction aujourd'hui, c'est que c'est la multiplicité des différents types d'espaces, la capacité que le collaborateur aura à trouver un espace spécifiquement adapté à son activité, quel que soit le choix de cette activité, qu'est-ce qu'il a besoin de faire ou pas, c'est ça qui va permettre la réussite de ce type d'aménagement. C'est aussi se dire, Frédéric en parlait tout à l'heure, que l'on peut travailler dans tous les endroits. Aujourd'hui, on crée beaucoup d'espaces silence pour les gens qui veulent faire des activités. Aujourd'hui, faire un espace silence, ça signifie être dans un espace où l'on est à plusieurs pour faire une activité dans laquelle on est certain que personne ne va parler, personne ne va téléphoner. Personne ne dit que quand on doit faire une activité confidentielle, on doit forcément être seul dans un bureau. On a besoin, ce qu'on dit quand on veut faire une activité confidentielle, c'est qu'on a besoin de calme, de savoir que l'autre comprenne qu'on est en train de, pour prendre la caricature de tout ça, on est en train de rédiger un contrat juridique. On n'a pas envie de forcément d'avoir quelqu'un qui vienne vous dire « Hey, Frédéric, au fait, j'ai un truc à te demander ». Voilà. Donc on est dans un espace qui spécifiquement est fait pour ça. On a aussi des collaborateurs qui peuvent avoir envie d'aller travailler dans un espace plus vivant, voilà, de travailler à plusieurs, ensemble, ou de faire une activité où ils boivent un café, ils échangent avec des collaborateurs. Il y a aussi beaucoup d'activités d'échange, de brainstorm dans les entreprises. C'est un peu aussi ce qui a amené le travail en mode hybride ou en mode en télétravail. C'est qu'il faut aussi passer plus de temps à brainstormer en amont pour qu'ensuite chacun aille faire les activités qu'il doit faire. Je pense que ce travail en hybride ou ce travail par visio, comme on le fait tous beaucoup, a aussi raccourci, c'est toujours vrai pour Apicil, mais a aussi raccourci les heures de réunion que l'on peut passer ensemble. Mais effectivement, logiquement, ce qu'on constate, c'est que des réunions moins longues, des réunions qui nécessitent effectivement de passer plus de temps à être efficace.
C'est aussi comme ça qu'on fait de plus en plus de réunions debout. Quand vous faites une réunion en brainstorm debout, en général, elle dure moins de 20 minutes. Parce que si vous vous asseyez à 20 dans une salle, vous pouvez y rester 2 heures. Tout le monde est très bien, on est tous très bien ensemble. Et donc je pense que c'est aussi comme ça qu'on... là où certains s'imaginent que parce que effectivement on perd un peu de temps, aller travailler ailleurs, être dans différents espaces, être chez soi, en fait on améliore aussi la productivité. C'est effectivement un terme que j'aime pas particulièrement, mais il faut bien reconnaître que l'entreprise... Comme disait Frédéric, un chat s'appelle un chat aussi, à un moment donné. Faire performance de l'entreprise passe aussi par ça, effectivement, de se dire qu'on arrive à faire... on arrive à mieux travailler parce que les espaces sont adaptés. On est en train de repenser quelque part un peu totalement le travail, je vais être un peu péjoratif, de papa à l'ancienne. Sur ces modes, notamment, on parle des espaces d'apicile, puisque c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. On est en train de repenser totalement le travail tout en essayant d'avoir un respect de l'autre, finalement. C'est quand même l'intérêt Enfin, moi, si j'aime ce métier, le métier que je fais, c'est aussi parce que j'ai toujours dit, c'est quand même assez énorme de travailler sur la vie des gens, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour. On est en train d'essayer de faire quelque chose pour les collaborateurs soient le mieux possible au quotidien, dans leur journée. Et qu'en fait, l'entreprise, après... Effectivement, l'entreprise fonctionne mieux. Je pense que c'est un enjeu colossal de l'entreprise aujourd'hui et du monde du travail. Et quand on a la chance, enfin moi j'ai la chance de le faire depuis 20 ans, comme ça, de regarder les choses, de regarder comment l'entreprise évolue, de l'avoir vu évoluer, d'avoir vu les collaborateurs s'adapter à chaque chose. C'est quand même un atout majeur. Alors je dis toujours, on ne gère pas la faim dans le monde, mais il n'empêche que c'est quand même important. Moi, je trouve que d'avoir plaisir à venir au travail, d'avoir plaisir à revoir ses collègues, de savoir que quand on arrive, c'est performant, que les choses sont organisées, que l'entreprise vous accueille, que vous êtes attendu et que en fait, vous allez être là pour travailler dans les meilleures conditions et qu'on vous a donné les meilleures conditions pour le faire, c'est un atout de l'entreprise. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, les collaborateurs attendent, souvent dans toutes les enquêtes qu'on peut... voir passer par-ci ou par-là, la qualité des aménagements, la qualité d'accueil, la qualité de vie de l'entreprise sont des choses que les collaborateurs, quand ils doivent signer dans une entreprise, prennent en compte. Et je pense aujourd'hui encore, sûrement plus qu'avant. C'est vrai que ce qui ne se décrète pas, c'est vraiment l'engagement des collaborateurs, leur fierté d'appartenance, le sens qu'ils se donnent au quotidien. Et en ce qui nous concerne, nous avons voulu le meilleur pour nos collaborateurs, donc meilleur en termes d'environnement de travail, donc de design, et on y travaille avec Majorel, mais surtout en termes de technologie pour pouvoir gagner du temps. Donc nous réfléchissons actuellement à la mise en place en fait de solutions de smart building qui sont des solutions, des applications au quotidien pour justement gagner du temps, favoriser effectivement l'appropriation de son poste de travail rapidement, ne pas perdre son temps lorsqu'on prend son poste de travail, d'être identifié par l'environnement IT et de pouvoir rapidement être en interaction avec ses collègues. Et puis, on cherche évidemment par la multiplicité des environnements à favoriser le lien social. Justement, on pourrait croire que dans un immeuble à grande hauteur, on est superposé, donc cloisonné, et pas du tout. Je vous invite à venir nous voir lorsqu'on sera installé. C'est vraiment d'imaginer, bien sûr, des territoires par direction, par service, par métier, par étage, bien sûr, mais aussi cette fluidité qui permet justement d'aller rencontrer ses collaborateurs, mais aussi ses collègues de travail dans des environnements de travail collectif, d'échange, des zones plus silencieuses, voilà, de dimensions évidemment très différentes pour épouser les temps d'activité de chacun.
Et c'est un petit peu la même chose quand vous êtes chez vous. Hein. Alors, du matin au soir, vous ne restez pas. Alors si, je le disais tout à l'heure, vous êtes très souvent sur votre chaise de travail pour télétravailler. Mais lorsque vous vivez dans votre appartement ou dans votre maison, en fonction de ce que vous faites, vous changez de pièce. Eh bien, ça sera exactement la même chose dans nos environnements de travail. Donc, pour ne pas rester à 100% toujours au même endroit et avoir... En fait, il faut les maîtres mots, si on les cherche, en fait, c'est effectivement la confiance et la fluidité. C'est qu'on cherche en termes de flex office comme en termes de télétravail, c'est à fluidifier le travail des collaborateurs, rendre simple. Il faut que ce soit facile. Et donc, en fait, ce que essaie de dire Frédéric, c'est qu'effectivement, on cherche à regarder l'horizontalité des choses, par plateau, par entité, mais aussi comment travailler ensemble dans une forme de verticalité pour donner à tous les collaborateurs l'occasion, en fait, aussi de travailler sur tous les étages, dans le cas d'une tour comme à Piscine, comment, effectivement, on rend les choses fluides dans l'aménagement pour que les collaborateurs se retrouvent sur des activités de proximité quotidienne plutôt à côté d'eux, sans avoir à les chercher de manière non réservable pour qu'ils puissent y aller de façon simple. Et puis comment, effectivement, on fait que les collaborateurs se rencontrent, enfin, dans la verticalité, pour qu'ils puissent trouver des espaces autres, uniques, qui leur donnera l'occasion d'aller voir l'autre, rencontrer l'autre et de travailler autrement dans un espace qu'on aura spécifiquement créé pour eux. Tout à l'heure, Frédéric, vous avez parlé de tests sur 3 semaines. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà, c'est le pilote. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est toujours pour le bien-être des collaborateurs, pour accueillir mieux dans cette nouvelle tour? Voilà, ce sont des phases d'expérimentation que nous proposons. Nous allons proposer à nos collaborateurs sur nos 2 sites principaux. Donc, on investit sur deux environnements pilotes très proches de l'environnement de travail, de la déco, du mobilier que nous aurons effectivement en 2024 pour permettre à chacun finalement de s'approprier ces nouvelles façons de travailler, hein, que ce soit dans l'espace, mais au niveau technologique. Donc, nous allons proposer à chaque direction d'expérimenter sur une période de 3 semaines, de manière échelonnée jusqu'à notre déménagement, ces nouveaux espaces pour permettre justement à la direction et aux équipes qui travaillent sur le projet Envergure, puisque c'est le nom de code de notre... Magnifique. Une nouvelle enveloppe. Voilà, absolument. De notre nouvel environnement de travail. Et bien d'expérimenter. Hein, je le disais tout à l'heure, on a fait des REX, on est en plein dans leur implémentation sur le télétravail. Nous faisons également des retours d'expérience sur ces nouveaux modes de travail. Et c'est important d'avoir la vision, les témoignages des collaborateurs, et nous serons à leur côté dans ces espaces pilotes pour pouvoir ajuster en fonction de leurs besoins, de leur vécu, de leur ressenti finalement, ce qui pourrait encore l'être au moment de notre déménagement. D'accord, du mieux encore possible, on va dire. Les pilotes, ça fait un certain temps qu'on en fait effectivement dans les aménagements et ça reste une période charnière dans les projets. Ce qui permet aussi de montrer aux collaborateurs que quand on fait un pilote, on ajuste aussi après les choses. C'est-à-dire qu'on teste, on ne teste pas pour dire c'est comme ça. On teste pour dire on va vous montrer le chemin que l'on va parcourir entre ce que vous avez aujourd'hui et ce qu'on va vous montrer. Et on va prendre effectivement un REX, un retour d'expérience de tout ce qu'ils auront vécu pour potentiellement améliorer la situation pour l'aménagement futur de certaines choses. Ça reste... On voit chez des clients, effectivement, par exemple, si on fait le lien avec le télétravail de ce que vous disiez, on a un client chez qui en 2019, on a fait des aménagements avec un pilote, avec un flex office qui était à 0,9, parce qu'il était effectivement, il n'y avait pas beaucoup de quasiment pas de télétravail d'ailleurs. Je crois qu'ils étaient contre pour avoir assisté à certains COMEX, ils n'étaient pas tellement d'accord sur le télétravail. Et puis en fait aujourd'hui, quand on réaménage leur siège social, en fait ils sont allés à un flex dit de 0,6, donc 60 places
60 postes de travail pour 100 collaborateurs, avec un télétravail qui effectivement s'est ajusté depuis le Covid. Et effectivement, ils ont réalisé à quel point ils utilisaient de plus en plus les espaces multiples. Et effectivement, c'est en voyant ce pilote, personne ne voulait le faire, ce pilote à l'origine, quand ils ont voulu le faire. Et puis quand on a fait un étage pilote et que tous les autres collaborateurs venaient dans le nouvel aménagement en se disant que tout compte fait, c'était beaucoup mieux que chez eux, ça participe aussi à l'appropriation de ceux qui vivent dans l'espace, des autres, et de se rendre compte quand même, ce dont on a peur en fait dans ces aménagements, c'est de l'inconnu. C'est de se dire, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, je suis là, je viens tous les matins sur le même poste, je ne me pose plus aucune question si j'en ai vraiment besoin de ce poste, de ce que je vais faire. Plus personne ne se pose de questions. C'est une routine. C'est une routine, on vient s'installer à son poste. Effectivement, tout d'un coup, on se dit, donc ils sont bien gentils, mais je vais arriver, je vais devoir aller m'installer à un endroit, peut-être qu'il n'y aura pas de place. Combien de fois, moi je suis toujours surprise quand on travaille avec les collaborateurs. D'accord, mais combien de fois je vais changer par jour mon poste de travail? Ça aussi, c'est une règle. C'est effectivement se dire, mais non, mais attendez, je ne vais pas à 9h à un poste, à 10h à un autre, à 11h dans une salle, à midi dans un... On va tous avoir le tournis, moi je leur dis toujours. Donc voilà, regardons un peu les règles pour l'instant, les règles qu'on peut mettre en place pour ça, effectivement, c'est se dire j'ai un poste de travail, je dois y travailler pendant une demi-journée, j'y reste, je dois aller en réunion après, je quitte mon poste et quelqu'un d'autre peut le prendre. On s'arrange sur ce type de solution. Donc, le faire un pilote, c'est permettre aux collaborateurs de vivre l'expérience et de constater que, oui, effectivement, c'est plus proche de leurs besoins. C'est parce qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs peuvent s'imaginer qu'ils vivent la meilleure situation. Et en fait, quand on regarde de près leur activité au quotidien, parfois même aujourd'hui, l'aménagement dans lequel ils vivent n'est pas forcément la solution idéale pour faire au mieux leur activité de travail. D'où l'intérêt des pilotes qui permet de mettre en confiance le collaborateur et de se dire finalement ça me plaît vraiment. D'accord. On a une question sur le chat, ça va vous concerner tous les deux. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus les différents aménagements, alors bureaux, les espaces bureau-silence, vous disiez tout à l'heure, le côté work, donc travail, et puis la pause café, parce que c'est important aussi, la pause café. Donc a priori, ça titille certaines personnes qui nous regardent, donc je pense qu'il y a besoin d'affiner un peu, peut-être. Alors en fait, quand on regarde les aménagements d'un espace de travail, on dissocie deux types de choses. On dissocie les postes de travail, ceux sur lesquels aujourd'hui un collaborateur travaille. Aujourd'hui déjà, quand il est sur un aménagement, il a un poste de travail avec son bureau, son ordinateur, son caisson aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle les quartiers, les espaces dans lesquels le collaborateur va potentiellement s'installer pour aller travailler dans son quartier avec son équipe. Voilà. Et ça, c'est un poste, c'est nos postes à l'ancienne. Aujourd'hui, en général, dans ces types de postes, on a plusieurs choses. On a des postes dits droits ou des postes dits collaboratifs dans lesquels on peut travailler ensemble. Alors la question qui se pose en général sur ces postes de travail, c'est y a-t-il un ordinateur fixe? N'y en a-t-il pas? Combien y a-t-il d'écrans? C'est toutes ces questions à laquelle l'entreprise doit répondre. Et nous, ce qu'on essaie d'amener quand on dit qu'on va faire un aménagement flex office, c'est les espaces dits alternatifs que le collaborateur va pouvoir trouver en plus de son poste de travail. Et dans les postes alternatifs, on cherche à définir des espaces dits de proximité dans lesquels il pourra trouver des alcôves pour se réunir brièvement avec les collaborateurs de son équipe, les fameuses cabines téléphoniques pour aller faire des échanges rapides, personnels ou professionnels, ou même maintenant de plus en plus des cabines téléphoniques à 1, à 2, à 3 pour pouvoir faire des conférences call ou de travail en hybride pour aller travailler avec un collaborateur ou un manager qui serait à distance au moment où ils doivent le faire, ou un client d'ailleurs. Et puis des petites salles pour pouvoir se réunir, puisque dans la question de qu'est-ce qu'on vient faire au travail, l'une des premières actions sera sûrement de se retrouver, de faire des actions communes et d'être ensemble dans un espace, donc des salles allant de 2, 3, 4, 6 personnes, ce qui sont globalement les espaces de proximité les plus demandés par les collaborateurs. Et puis ensuite, il va y avoir des espaces qui sont un peu plus grands, des salles de réunion, parce que le Covid nous a empêchés de nous réunir à 15, 20, 25, 50, mais avec bonheur, nous allons tous y retourner. Et donc, il faut aussi créer ce type d'espace. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, si jamais vous demandez à tous les collaborateurs ont-ils besoin d'une salle de 25 personnes, ils vont tous vous répondre oui.
Mais en fait, au quotidien, vous allez l'utiliser 2 heures par jour, un service, 2 services. Donc, on cherche à mutualiser ces espaces dans des espaces qui permettront donc aux collaborateurs, comme je vous disais tout à l'heure, de se déplacer dans la verticalité ou dans différents espaces, si jamais on n'est pas dans une tour, pour utiliser ces espaces dits de réunion. On crée aussi de plus en plus de salles de réunions dites informelles ou de brainstorm, des salles autres pour travailler autrement. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de réunions ne se font plus sur un mode grande table, assis. On cherche aussi à échanger. On a de plus en plus de réunions dites interactives. Nous, on en a par exemple chez nous, où on a des tableaux, on échange, on se lève, on s'assoit, on griffonne sur des tableaux, et parce qu'on travaille ensemble. Et effectivement, ce sont ce type d'espace. Et puis après, il y a tous les espaces dits alternatifs autres. Le Work Café. Alors, Work Café qui posait beaucoup de questions avant, c'est est-ce qu'on est au work, est-ce qu'on travaille, ce qui peut encore de temps en temps encore arriver, ce type d'échange, est-ce qu'on est au café ou est-ce qu'on travaille? Eh bien, c'est un travail autrement. Comment dire, vous savez, alors j'aime pas bien quand on dit que c'est un différent générationnel, mais quand vous regardez bien, il y a des gens qui travaillent avec 9 fenêtres ouvertes sur leur ordinateur, qui font 12 trucs en même temps, puis il y en a qui font qu'une seule chose. Le Work Café, c'est ça en fait. C'est se dire qu'il y a des gens qui sont capables de travailler en étant avec des collaborateurs, en buvant un café, en échangeant, à la fois en parlant sur un dossier aussi, sur un dossier, en échangeant. Tout à fait. Voilà. Et puis, pour respecter ça, il faut aussi respecter celui qui a besoin de concentration et qui donc doit avoir des espaces qui pourrait très bien faire dans une cabine téléphonique, qui pourrait très bien faire dans un box, mais qui se dit qu'il a plutôt tendance à être dans un espace dans lequel la règle, mais ça c'est encore une histoire de règle, et qu'on ne vient pas le déranger dans cet espace. Et puis, il y a tous les aménagements, souvent quand on est dans un énorme immeuble ou dans un grand immeuble, des rez-de-chaussée. On se rend compte en fait que les cafétérias de rez-de-chaussée qui permettent aussi de la rencontre entre les gens qui viennent dans l'entreprise, les clients, les collaborateurs, enfin tout le monde se réunit en bas. C'est effectivement des lieux d'échange et d'espace qui permettent aussi des espaces de travailler pour travailler différemment. L'idée, c'est que vraiment, il faut trouver des lieux adaptés à chacun pour que tout le monde se retrouve, tout le monde ait envie de venir dans ces endroits-là. Et cette multiplicité-là, elle est très forte. Et alors, pour rebondir sur ce que je disais au tout début, il y a les postes de travail et les places alternatives. C'est-à-dire qu'il faut aussi répondre à une question qui est la première question des collaborateurs, c'est si jamais le jour où je viens, comme Frédéric ce matin, j'ai fait 45 minutes de voiture et qu'en plus, quand j'arrive, j'ai pas de place, alors là, on aura raté le coche. Et donc, se dire qu'on a certes moins de postes de travail, mais en général, aujourd'hui, on crée à peu près un poste de travail pour une place et demie, 2 places parfois, et de places alternatives pour les collaborateurs. Ça veut dire que par rapport aux effectifs de l'entreprise, pour être caricatural, on a 3 chaises de travail, 3 sièges potentiels pour s'asseoir quand on vient travailler. La capacité à ce que l'entreprise soit pleine et que vous ne puissiez pas trouver un lieu pour travailler dans l'espace n'est pas possible. Sachant là, c'est une mauvaise gestion des relations humaines. C'est pas possible en fait. C'est une mauvaise anticipation. Voilà, tout à fait. J'aime bien vous provoquer, Frédéric. Du travail. Et en fait, et c'est surtout se dire, et là, ça on pourrait dire, d'accord, mais je ne suis pas venu m'installer, je ne suis pas venu au bureau pour m'installer comme ça sur un siège, je ne sais pas où. En fait, on a suffisamment réfléchi aux usages, suffisamment réfléchi à l'organisation, au quartier. Sachant que les quartiers sont pour eux, hein, vous pouvez vous installer, il n'y a pas de limite entre les uns et entre les autres. Vous pouvez toujours trouver une place qui sera à la hauteur, puisque en plus, l'entreprise aura investi dans la qualité et le confort des aménagements, de la technologie, et que vous trouverez toujours le lieu pour vous installer. Frédéric, le Work Café chez Apicil, donc le cadrage va être bien fait, puisque c'est Majorel qui réorganise tout, donc ça va être pas mal quand même. Mais c'est une opportunité avant tout de travailler, d'être en mouvement déjà, d'aller ailleurs que sur son poste de travail qui, vous l'avez compris, ne sera rarement fixe. Hein. Mais ça aussi, c'est un changement, une transformation importante de notre société, de notre entreprise, mais de la société en général. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à travailler autrement aujourd'hui.
Et justement, on est de plus en plus numérisé. Ce qui est très important, c'est d'aller vers les autres. Et cette fluidité qui sera organisée dans nos espaces de travail permettra d'aller à la rencontre de collègues que l'on ne voit pas forcément tous les jours. Alors, on a parlé IT, on a parlé espace de travail, technologie. Nous, ça ne nous suffit pas. On va rajouter également une autre démarche qui est le zéro papier. Vous comprenez bien qu'en allant dans un immeuble de grande hauteur, nous n'avons pas la possibilité d'avoir des terrasses ou on ne peut pas pousser les murs. Donc, si effectivement on avait l'habitude, toutes les entreprises, de stocker, eh bien, il va falloir apprendre à déstocker et à revoir nos process pour limiter justement l'émission et la réception de papier. Et ça, c'est un enjeu très fort du groupe pour les 2 ans à venir, puisqu'on se lance dès maintenant vers une démarche zéro papier qui va concerner bien sûr les sites lyonnais, mais tous les sites du groupe, y compris à Paris et en région, pour justement permettre à chacun d'optimiser. Vous savez, on dit toujours, on n'a jamais assez de place. Il me faut un caisson supplémentaire, une armoire supplémentaire, et on se rend compte que dans les armoires, ce sont des choses qui sont archivées depuis des années que personne ne va regarder en plus. Voilà. Donc, il faut déjà s'appliquer à soi-même ce nettoyage, et ensuite, évidemment, moyennant une organisation, un process, une démarche accompagnée, les différentes directions vont également pouvoir prouver qu'elles peuvent y arriver et surtout seront accompagnées dans la mise en place de process métiers qui limiteront justement cette émission ou cette réception de papier. Alors évidemment, il va falloir accompagner également nos parties prenantes, que sont nos fournisseurs, mais aussi avoir une démarche auprès de nos banques, nos clients, et j'en passe. Donc on travaille évidemment tous de concert vers cet objectif pour pouvoir y arriver. Ça passe par la numérisation de la plupart des documents ou la non-impression. C'est complémentaire. Ça a un impact sur les aménagements, c'est-à-dire qu'effectivement, on limite déjà le nombre de capacités de zones d'impression sur les... Si vous rendez un peu plus compliqué, si vous vous demandez un peu, ça rend les choses plus simples une fois qu'on en a moins. Ça nécessite un travail. La chance d'Apicil, c'est effectivement que c'est un projet sur le long cours et qu'effectivement, ils ont la capacité à ça. Aujourd'hui, il faut quand même 2 ans, c'est quand même un minimum pour effectivement... c'est un minimum pour mettre en place la dématérialisation. Et effectivement, c'est la chance de leur projet. Il y a quand même beaucoup de projets aujourd'hui, dans les grands projets qui sont très longs maintenant, puisqu'on travaille beaucoup sur des sujets dits en BFA, en immobilier. Effectivement, ça permet d'anticiper toutes ces notions-là. Mais il n'est pas toujours certain qu'une entreprise, 3-4 ans à l'avance, elle se rende compte de la nécessité de ça. Il faut savoir que le stockage, c'est une affaire de nouvel aménagement. Mais ça nous m'est arrivé d'arriver chez un client qui avait 7 km de stock dans ses couloirs. Et effectivement, de dire, le client disant même à ses collaborateurs, on n'aurait pas déménagé, on était obligé légalement à un moment ou à un autre de faire face à ces stocks intempestifs de papier partout. Ça ne pouvait plus durer, on n'était plus dans les règles, plus dans la norme, c'était trop dangereux, on aurait dû faire quelque chose. Donc effectivement, c'est le moment de s'y mettre. Ça fait partie des sujets comme moi, la dématérialisation, je le lis aux outils et aux nouvelles technologies. Il faut le choisir dans le cadrage dès le début. Puisque vous n'avez plus de poste attribué. Vous ne savez pas où vous serez. Enfin, vous ne savez pas. On n'est pas en full flex. On est dans un quartier, mais malgré tout, vous n'aurez pas forcément la petite armoire à côté de vous pour stocker ou le fameux caisson dans lequel vous rangiez vos petits dossiers. Aujourd'hui, tout doit être numérisé. Et c'est en ça que le télétravail peut nous aider. Puisque de toute façon, si vous êtes au bureau le lundi, le mardi, vous serez peut-être chez vous et vous aurez besoin de ce document. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'il soit numérisé. Et je rejoins complètement ce que disait Frédéric, le constat qu'on faisait bien avant le Covid, et moi ça a souvent été un conseil que j'ai donné aux entreprises, c'est externaliser vos archives, et puis on en reparle. Puisque ça n'a l'air de rien, personne ne veut trier, personne ne veut aller de l'avant, vous externalisez les archives et vous regardez dans 1 an combien de personnes ont demandé à avoir accès aux archives. Le constat était éloquent. Oui, je suppose que... Voilà. Une petite question aussi qui concerne tous ces nouveaux modes de travail. On a peu
participer au discours dans les personnes à mobilité réduite. Alors, le télétravail chez eux, est-ce que ça doit être aménagé? Est-ce qu'ils viennent aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est adapté, par exemple, chez vous, pour les personnes à mobilité réduite? Parce que le sujet du télétravail aujourd'hui, on en a très, très peu parlé par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Et je glisserai après sur le côté, le cadrage par la loi. Là, on va rigoler aussi. Donc, je ne sais pas, un des deux. Alors moi, je parlais des personnes à mobilité réduite. Il faut savoir que les partenaires sociaux, la médecine du travail, tout le monde participe à ces sujets. En général, dans le cadrage en amont, il n'y a pas que la direction, les collaborateurs. On intègre tout le monde. Et moi, dans toutes les actions collaboratives, je dis effectivement, il faut que tout le monde participe à tout. La médecine du travail est souvent liée au moment où on fait tous les choix d'aménagement, les choix de mobilier, ce qui permet effectivement de prendre en compte ce sujet. Alors, je tiens à dire que personnes à mobilité réduite, mais c'est surtout que le handicap dans l'entreprise est pris en compte. Il faut savoir que très peu de personnes, ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais très peu de personnes, je crois qu'à l'époque, on disait qu'il y avait 6% des collaborateurs à handicap qui se déclaraient. Il y a très peu, tout le monde ne se déclare pas, donc il faut aussi aller chercher un tout petit peu l'information. Elles sont évidemment prises en compte. C'est aussi pour ça qu'on développe de plus en plus des bureaux qu'on soulève, qui permettent de travailler plus en hauteur. Mais elles sont faites à la fois pour les personnes comme vous et moi, les grands, les petits, ceux qui ont parfois envie de travailler debout, et elles peuvent être aussi utilisées par les personnes à mobilité réduite. On travaille beaucoup sur l'ergonomie du siège, et effectivement, les entreprises ont investi beaucoup sur ces sujets-là. Quand je parle du handicap, je parle aussi, dans l'entreprise, il y a aussi les problèmes de gens qui seraient plus ou moins sourds, des gens qui verraient plus ou moins bien. Oui, c'est vaste, le handicap. C'est vaste, le handicap. On pense souvent à la personne à mobilité réduite en siège, donc tout est fait, les ascenseurs, les entrées d'immeubles, les zones d'ouverture de porte, tout est fait pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil, mais il y a beaucoup d'autres handicaps. Et tous ces sujets-là sont aujourd'hui traités dans l'entreprise. Je pense qu'on y a pris beaucoup les lettres en braille, ça fait un certain temps quand même qu'on les trouve. Ça m'est arrivé même il y a très longtemps. Parfois, il y avait, quand vous savez, des alertes incendie, on met un bruit, mais quand vous êtes sourd, il faut aussi des lumières, des choses comme ça. Donc tout peut être pris en compte. Et évidemment, on porte le sujet et on amène le sujet. Je ne crois pas, et je pense que la RH aussi agit en ce sens, évidemment. Bien sûr. Frédéric, par rapport à... Apicil est une entreprise inclusive. Vous savez qu'elle a basé toute sa stratégie sur l'inclusion. Bien sûr, des personnels porteurs de handicap et évidemment le sujet est traité en amont. On a déjà adapté nos sites actuels justement pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit l'accès au site en lui-même, mais également l'aménagement des postes de travail. Donc, Élise a évoqué tout à l'heure le mobilier, qui sera aussi très ergonomique et qui permettra d'adapter justement une position de travail à chaque collaborateur, qu'il soit effectivement handicapé ou fatigué d'être toujours assis. Donc, c'est vraiment une prise de conscience, on va dire, globalement, qui s'adapte aussi aux personnes handicapées, mais globalement. Et je voulais surtout ajouter, parce que ça paraît pas facile, dans le flex office, moi je dis bouger n'est pas un dogme. Et on peut aussi décider dans la règle que dans une entreprise, il y a, on estime que pour faire vivre un quartier, pour faire vivre un espace, certaines personnes ont plutôt un poste attribué, où on décide, plutôt un poste sur un bench dit attribué, où on décide que certaines personnes qui sont plus souvent là, sont plus souvent ensemble, sont plus souvent attribuées à certains espaces. Comme on peut décider que potentiellement quelqu'un qui aurait un handicap très précis avec un poste très précis garde son poste. Il n'y a pas, on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de bouger toutes les 5 minutes, on n'est pas obligé. Et puis, je vais vous avouer humblement quelque chose. Nous, on est en flex office dans nos bureaux. Je le racontais la dernière fois, mais je suis partie en vacances. Je me suis demandé si quelqu'un s'était assis à mon poste de travail. J'ai appris par d'autres que oui, quand même, à un moment, mais effectivement, naturellement... Oui, on vous remplace, ma pauvre. Naturellement, vous avez des places de prédilection qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Frédéric pourrait avoir envie de s'installer pas trop près de la lumière parce qu'il préfère être éloigné. Moi, je préfère la lumière. Ou
tout bêtement, je préfère être assis en face de mon collègue et de ma collaboratrice parce qu'aujourd'hui, je travaille avec elle, parce que j'ai des affinités avec elle, je vais plutôt sur un bench. Et donc, en fait, c'est ça aussi, le flex office. C'est aussi le choix d'être assis avec qui vous voulez être, avec qui vous devez travailler. Et donc, saisir ce flex comme une opportunité, effectivement, c'est voir l'aménagement, effectivement, se projeter et s'approprier l'espace de manière complète à 360 degrés. Le télétravail, on en parle beaucoup pour le monde de l'entrepreneuriat, mais plutôt pour les grandes entreprises. Ça touche quand même, entre guillemets, une niche d'entreprise, parce que les TPE, PME, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Est-ce que c'est plutôt 90% des grosses entreprises? Est-ce qu'il y a... Alors, je crois qu'aujourd'hui, les grandes entreprises ont appliqué le télétravail 100%, donc j'ai envie de dire. Évidemment, c'est peut-être plus compliqué pour une PME, TPE, mais elles se sont lancées dans l'aventure, parce que d'abord, l'engagement des collaborateurs, le recrutement, enfin, je lis comme vous la presse, j'imagine que pour recruter, c'est plus facile d'indiquer qu'on fait quelques jours de télétravail. Après, dans la réalité, comment ça se passe? Nous, on est une PME, on a mis en place du télétravail, et puis on s'adapte aussi. Peut-être que les choses sont moins figées que dans une entreprise, même si dans une grande entreprise, même si je pense que dans une grande entreprise, ce qu'on appelle figé, le jour où vous devez venir, le jour où vous êtes en télétravail, potentiellement vous venez. Bon, c'est aussi la confiance. Enfin, je pense que la confiance, elle est partout, la fluidité. Si on sait pourquoi on vient, on comprend le sens de son travail et qu'on sait qu'on a besoin de venir ou pas de venir, on peut aussi s'adapter, s'approprier ce type d'organisation, ce travail autrement. Voilà, il faut être flex. C'est votre mot, ça. Voilà, c'est sûr. Frédéric? Oui, il faut être flexible. C'est marrant, vous n'arrivez pas à vous contrarier. C'est Non, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des mots un peu à la mode, l'agilité. Oui, c'est ce qui me gêne des fois, le côté mode dans tous ces trucs-là. C'est pourtant très facile de se l'approprier. Il faut déjà faire preuve d'ouverture, comprendre quel est le sens déjà de votre travail et comment vous approprier finalement une façon de travailler avec l'environnement qui vous est proposé. Alors justement, il y a une question pour vous, mon cher Frédéric, qui vous concerne bien. Est-ce qu'Apicil s'engage aussi avec le zéro papier sur un plan mobilité, c'est-à-dire que la nouvelle tour étant à côté de la Pardieu, avec tous les transports en commun qui s'y prêtent? Donc je suppose. Il n'y a pas de lien avec le zéro papier. Hein, oui, mais bon, il y a bien de choses dans les faits, si je peux me permettre. C'est un engagement très fort. La mobilité des collaborateurs géographiques, allant de leur domicile jusqu'à leur lieu de travail, est un sujet qui est un des nombreux chantiers de notre programme en vue de notre déménagement. Et évidemment, nous travaillons sur l'analyse des temps de travail pour proposer justement des solutions avec tous les partenaires du Grand Lyon pour justement réduire les temps de trajet. Donc c'est un sujet en cours et qui sera évidemment abordé avec les collaborateurs eux-mêmes, avec des sociétés partenaires et bien sûr nos représentants du personnel pour qu'on puisse être tous alignés sur cette économie de temps de trajet et faire en sorte d'arriver frais et dispo au travail sans avoir le poids de ce transport qui est fatigant. Est-ce que ça va faire un cadre d'un projet pilote? Parce que vous faites beaucoup dans le pilote, donc... De toute façon, ça montre à quel point cette nouvelle réorganisation, ces nouveaux modes de travail, ce télétravail, ces aménagements dits en flex office, sont insérés totalement dans les villes dans lesquelles on implante les collaborateurs. Ça touche, ça va bien au-delà. Vous voyez, on est parti d'un sujet qui est le collaborateur, ses horaires de travail, ses jours de travail, son organisation, son urbanisme intérieur dans l'aménagement de son siège, d'une entreprise dans son siège social, de son lien avec les managers, de son développement sur les nouvelles technologies,
comment on gère le papier, comment on gère le RSE et le développement durable dans tout ça. Et à un moment, on arrive et on dit, donc comment ils vivent aussi avec les espaces de service dans l'entreprise. Et à un moment, on dit, et en fait, comment ils accèdent. Ça veut dire que la question qu'on se pose, c'est où commence en fait la journée de travail d'un collaborateur. Et ça, c'est une action qui est très intéressante quand on fait des ateliers avec les collaborateurs et que vous leur dites, racontez-moi votre journée. On a souvent fait pendant des années. Il y a des collaborateurs qui vous disent ma journée commence quand je prends mon téléphone portable, ceux qui ont des postes réservables qui réservent leur poste ou pas, ceux qui regardent leurs mails, ceux qui les checkent, ceux qui y répondent, ceux qui disent c'est dans la voiture, dans le métro, ceux qui sont très drôles, constatent qu'ils commencent à travailler quand ils sont à leur poste de travail, d'autres quand ils ont franchi l'accueil. Cette notion de journée de travail, c'est en ça qu'on est obligé de travailler, de le prendre en compte, d'être flex bien au-delà du poste de travail, parce qu'en fait, quand vous commencez à checker vos mails à 8h du matin chez vous et que vous allez le faire jusqu'à 20h, je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire, mais voilà, vous faites des temps de pause différents, vous regardez les choses, vous avez besoin de transports qui vous donnent envie aussi de commencer à travailler forcément, d'être dans de meilleures qualités. Et tout ça est un enjeu global de société sur ça. Alors, il y a un enjeu écologique aussi. Apicil est très investi dans l'environnement et a une stratégie RSE développée. Et évidemment, nous souhaitons que nos collaborateurs s'engagent aussi, comme nous nous engageons, dans la réduction de l'empreinte carbone. Donc, à nous de leur proposer aussi des solutions, des itinéraires, mais également des solutions à travers des abonnements de vélo. Et nous proposons déjà depuis plus d'1 an maintenant, pour les collaborateurs qui en font la demande, des vélos électriques, déjà, pour non seulement éviter de polluer, mais surtout permettre aussi aux collaborateurs de faire du sport et d'arriver à l'heure. Je ne sais pas si oui, sans doute, certainement plus qu'en voiture. Mais voilà, tout ça accompagne le bien-être aussi des collaborateurs. Et évidemment, le sujet mobilité pour les années à venir va consister aussi à réfléchir à toutes ces formes tous ces outils qui favorisent la mobilité à travers effectivement l'environnement lyonnais, mais aussi parisien, puisqu'on a des sites sur la région parisienne. Mais bon, pour revenir effectivement à notre engagement vers notre déménagement de 2024, tous ces chantiers sont à l'étude avec des collaborateurs, des ambassadeurs qui vont nous permettre aussi de témoigner, de rassurer les collègues, les collaborateurs, que tout ça est possible et qu'il n'y aura pas de frein à ce déménagement. Voilà. Ce qui est très important, c'est de continuer à développer cette confiance et continuer de rêver vers son nouvel environnement pour aller travailler. C'est magnifique, c'est formidable, nouveau concept. Surtout pour Frédéric, moi je l'ai rencontré sur les premiers ateliers qui ont eu lieu. Il faut savoir que c'est les premières questions des collaborateurs, de toute façon. D'accord. Le sujet, c'est comment je vais accéder, qu'est-ce que ça va changer pour moi, je vais y arriver. Et toutes ces questions, à Apicil, on est donc déménagé en 2024, il les a traitées dès 2019-2020. Effectivement, c'est les premières questions avant même de proposer quelque aménagement que ce soit. Là, on est dans on ne parlait même pas vraiment de télétravail ni de flex office. C'était on quitte le site que l'on a, on va sur Lyon. Comment je vais y arriver? Attention, comment je vais y arriver? Et ça, c'est déjà la première appropriation. Et tant qu'on n'a pas passé ce cap de cette appropriation-là, j'ai envie de dire, ne passons pas à celle d'après. Commençons déjà par s'approprier ça, parce que c'est le plus gros changement. Vient de là. En parlant d'appropriation, comment ça se passe au niveau du cadrage par la loi? Parce qu'il y a une loi, il y a un cadrage. Est-ce que la loi doit être flexible? Comme je sais que vous aimez beaucoup ce terme, ma chère Élise, comment ça se passe? Est-ce que le cadrage de la loi est actuellement vraiment bien propre et vous facilite les choses? Ou est-ce qu'il y a encore des évolutions à faire? Parce que justement, l'avenir du télétravail, on glissera ça là-dessus après pour terminer cette conférence.
Alors moi, je ne suis pas une grande spécialiste du télétravail. J'en vois que ce que je vois à travers les entreprises. Je ne connais pas bien forcément le cadre du télétravail, mais ce que je constate, c'est que l'application, s'il y a un cadre, l'application de ce cadre est très diversifiée en fonction des entreprises. Vous avez celles qui ont décidé un nombre de jours qui leur est propre, celles qui l'ont décidé à la semaine, celles qui l'ont décidé au mois. Voilà, donc en fait... et ensuite, c'est à partir de là qu'effectivement, on réfléchit à un aménagement qui correspond à ce qu'ils ont décidé. Et donc, c'est le cadrage de départ qui, à mon avis, se situe... Et après, alors, il y a surtout ce cadrage de la loi, il y a le cadrage de l'entreprise. Et puis, je pense qu'après, il y a un cadrage, je pense que Apicil l'a spécifié tout à l'heure, qui se trouve au niveau des managers. Donc, en fait, il y a 3 strates, j'imagine, de cadres. Il y a un cadrage... voilà, la loi est obligée de... légiférer sur certaines choses, je sais pas, mais en tout cas légifère. Il y a le cadrage de l'entreprise, c'est ce que l'entreprise décide. Quand elle décide qu'il y aura un certain nombre de jours de télétravail, qu'on sera en flex-office, qu'il va y avoir une multiplicité des espaces, qu'on va défavoriser la technologie, la dématérialisation, les moyens de mobilité réduits, de RSE, toutes ces choses-là sont dans le cadre de départ. Et puis après, je pense qu'il faut effectivement descendre au niveau des managers, des entités, il y a des choses qui peuvent se gérer. On peut définir un jour de télétravail où on doit tous être là. Est-ce que l'entreprise ou la loi doit définir le jour? Je ne crois pas. Oui, ça me paraît compliqué, ça. Oui, je crois que le cadre législatif aujourd'hui est suffisamment large et permissif pour que les entreprises s'approprient les modalités qui leur sont propres effectivement à leur activité, et justement les accords d'entreprise sont là pour fixer le cadre, discuter, négocier interne aux entreprises pour mettre en œuvre effectivement les modalités qui permettent à l'entreprise de bien fonctionner. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons, en ce qui nous concerne, proposé aux collaborateurs d'aller jusqu'à 3 jours de télétravail. Je pense qu'il faut être aussi réaliste. Et puis il est difficile. C'est évidemment un enjeu important de garder le lien social avec les collaborateurs, de permettre d'aménager évidemment les temps de travail et les temps de trajet, mais basculer totalement dans un full télétravail, on a vu effectivement les contraintes aussi, même si ça a permis les opportunités, c'est-à-dire d'accélérer la mise en œuvre du télétravail plus tard, mais c'est pas conseillé, à mon avis, de fermer les yeux sur des demandes de full télétravail, d'abord parce que ça peut déstabiliser une entreprise et qu'il est important de garder une culture d'entreprise ouverte, dynamique, pour créer du lien social. Très bien. Écoutez, cette conférence va toucher à sa fin. Je vais remercier nos 2 intervenants. J'aimerais qu'ils nous donnent le mot de la fin pour terminer ce partage. Élise, le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, la question était, est-ce que le télétravail et le flex-office sont de futures opportunités? Oui. Pour moi, je pense que le mot de la fin, c'est quand même la confiance dans le collaborateur, la confiance dans le management, la confiance dans l'entreprise. Ça permet une meilleure application, effectivement, du télétravail et une meilleure appropriation des espaces de travail en flex-office. Frédéric? Alors, vous aviez dit un mot, donc je vais reprendre. Je commence à connaître Élise, et puis je vous connais aussi un petit peu par téléphone, donc je sais que vous n'arriverez pas à faire un mot non plus, donc mais allez-y. Non, mais je crois que la transformation des entreprises, évidemment, ce mode de travail vers lequel nous ne pourrons pas revenir en arrière, eh bien, doit se faire avec intelligence et agilité, et puis... si on veut fédérer tout le monde, il faut accompagner évidemment toutes les strates de l'entreprise. Sinon, on est voué à l'échec. Donc il faut anticiper aussi, et puis ensuite célébrer la victoire, le succès de cette transformation. C'était beau comme dernier mot de la fin. Merci Frédéric. Voilà, donc cette conférence se termine. Encore merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis en direct. Sachant que vous allez pouvoir retrouver cette conférence dans quelques temps sur les réseaux, notamment sur notre chaîne YouTube.
et sur pas mal d'autres réseaux. Donc je remercie une fois de plus UCLI, l'UCLI qui nous a accueillis, et puis tous nos autres partenaires, Apicil, SDS, Kintsugi Factory, Majorel, Le Toulion. Merci à Laurent Douard d'être présent à ce sujet. Et merci à Réseautech et pour la réalisation, à Thibaut et Thomas qui sont là, qui nous ont accompagnés ce matin. Merci à vous deux. Bonne fin de journée.